compliqué, hein. Je suis une écrivaine, j'en suis à mon 3e roman que j'ai publié en janvier 2025. Je suis aussi prof depuis 15 ans. Transmettre, c'est un peu l'histoire de ma vie et un peu mon grand rôle, j'espère. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je suis aussi quelqu'un qui a des identités multiples. Je suis arrivée d'Algérie à 9 ans, ici au Canada, avec ma famille évidemment. C'était pas une décision personnelle. D'ailleurs, je le répétais à mes parents tous les jours pendant au moins une année parce que j'étais vraiment pas ravie de cette grande décision qu'ils avaient prise à ma place. Hein. Bon, j'ai fini par le comprendre. Éventuellement, je dois l'avouer, mais au départ, j'étais pas ravie. Donc c'est surtout ça qui résume mon parcours. J'ai été passionnée de littérature toute ma vie. J'ai fait mes études en littérature avant même de savoir écrire. En fait, j'ai dicté des poèmes à mon entourage. J'ai commencé plusieurs romans avant l'âge de 8 ans. Évidemment, ils étaient très très mauvais. Mais en fait, ils s'inspiraient surtout du Club des 5. Donc je réécrivais constamment le Club des 5, ce qui, à bien y penser, pose beaucoup de problèmes de droit d'auteur. Déjà, ça n'aurait pas été publiable pour plein de raisons différentes. Mais oui, c'est pas mal ça un parcours. C'est que dès la première heure, moi je suis une fanatique de littérature. Il y a des gens, ils savent tout faire. Moi, c'est la seule chose que je sais faire. Donc j'y vais à fond. C'est beaucoup ça. Je suis aussi maman. J'ai 3 gamins adorables. Très, très, très vivants. C'est énormément de sport, mais c'est vraiment l'un de mes plus grands accomplissements, je crois, de les voir devenir des petits humains heureux et empathiques, bienveillants. C'est quelque chose d'immense pour moi. Je pense que ça fait partie de toute la thématique de la transmission que j'aborde constamment dans mes œuvres. Donc voilà, je crois que ça résume bien qui est Katia Malhotra. Il y a ma maman qui m'a demandé de façon très très directe pourquoi tu n'écris pas notre histoire. C'est vrai que techniquement à 14 ans ça faisait longtemps que j'écrivais. J'aimerais quand même rappeler que j'ai commencé par réécrire le Club des 5, donc j'étais peut-être pas rendue là tout à fait. Et beaucoup de choses que je comprenais vraiment pas, notre histoire, je trouvais ça tellement immense. Et j'étais tellement pas le personnage principal de notre histoire en fait. Personne n'est le personnage principal de notre histoire, de l'histoire de sa famille. Je pense que nos histoires sont tellement complexes, surtout tous les gens qui viennent de pays qui ont été colonisés, décolonisés. Donc notre histoire était tellement liée à celle de l'Algérie, à tout ce qui est guerre, déplacement, etc., que moi, à 14 ans, je trouvais ça impossible à faire. Puis éventuellement, quand Yara El-Radban et René Saint-Éloi sont venus me voir et m'ont parlé d'écrire un livre pour Mémoire crier, j'ai réalisé que j'étais prête pour plein de raisons différentes, parce que notamment, à ce moment-là, j'étais maman. Les choses que j'avais pas comprises à 14 ans, pour des raisons évidentes, même si ma mère a beaucoup confiance en moi, hein. C'est quelque chose que ma mère croyait très très fort en moi, ça on ne peut pas le nier. C'est un moment où j'avais réalisé et compris des choses. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je m'étais sentie prête à explorer ce thème. Et ce thème aussi, je le trouvais important parce que chaque fois que dans un texte, je parlais d'Algérie, j'avais des écrivains comme canado-chilien, canado-haïtien, j'avais les diasporas, les écrivains de diaspora m'ont parlé alors que je parlais pas d'Haïti ou du Chili, que je parlais d'Algérie, mais que
il y a des choses dans les histoires, des résistances qui sont universelles, et j'avais envie de raconter ça. Et puis cette ode de Déraciné, c'est parce que il y a tellement de résistance dans la vie des gens qui ont choisi de partir, mais aussi dans la vie des gens qui ont choisi de rester, dans la vie de tous ceux qui les précèdent. Et on fait honneur, mais j'ai l'impression qu'on fait jamais suffisamment honneur à cette résistance. Et c'était super important pour moi de parler de ces fantômes, aussi parce qu'on est encore hantés. Et les écrivains des diasporas, chiliennes, haïtiennes, algériennes, alouettes, sont hantés par leurs fantômes encore. Donc, ça me semblait vraiment important d'en parler. C'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, de mettre à jour ce qui a été effacé. Parce qu'en général, quand quelque chose est effacé, c'est jamais anodin. Aussi, c'est jamais accidentel. Puis, souvent, c'est ça, ce qui se passe, c'est que nos fantômes, ils sont enfuis sous tellement d'euphémismes que ça devient des mensonges. Et il n'y a personne qui va les déterrer à notre place. Donc il fallait bien que je me commette pour la cause. Et ouais, c'était extrêmement important pour moi. C'était aussi important pour moi parce que je voulais que mes fils aient accès à ce récit. Puis bon, mes fils, les fils de tout le monde, les enfants de tout le monde en fait. Je voulais que les enfants de tout le monde aient accès à ça. Mais mes fils en particulier, mon neveu et ma nièce en particulier, je voulais quelque part qu'ils comprennent mes forces et qu'ils comprennent mes failles, ce qui est peut-être un petit peu égoïste. C'est une image très très quétaine, c'est comme les vases kintsugi qui sont réparés avec de l'or. Puis j'avais envie qu'ils aient conscience de ça. Qu'ils aient conscience aussi de ce qui est arrivé jusqu'à eux, même s'il y a des angoisses que j'ai tenté tant bien que mal de ne pas leur léguer. Parce que, mais il faut essayer de ne pas hanter chaque génération qui vient, même si bon, je pense que c'est à peu près impossible de ne pas un petit peu hanter ses enfants, j'imagine. Mais on va essayer de les hanter le moins possible. Des fantômes gentils, des fantômes arrangeants, des fantômes pas trop encombrants. Ouais, c'est ce que j'aimerais devenir pour mes enfants, un fantôme pas trop encombrant au final. C'est vraiment pas évident parce que l'écriture demande de l'espace temporel. L'écriture, en tout cas moi, quand j'écris, j'ai besoin que ça se déploie. J'ai besoin d'avoir de grands moments à moi. La chose qui m'aide beaucoup, c'est que parfois j'ai accès à travers des organismes, il y a le Writers Trust notamment, et l'organisme Langue Pendue à Longueuil qui m'a envoyé chacun 2 semaines en résidence d'écriture sur les îles de Toronto et aussi sur les îles de la Madeleine pour Langue Pendue. Donc je sais pas pourquoi on m'envoie écrire sur des îles, clairement je m'éloigner, m'isoler, mais c'est très très fécond chaque fois, c'est très très porteur. Les enfants me manquent atrocement, par exemple. Là, 2 semaines, j'avoue que mon cœur de maman, il souffre. Mais c'est extrêmement porteur. Puis c'est aussi que le livre, c'est un objet qui est vraiment fait par la communauté. Moi, ce qui m'avait énormément aidé pour écrire Les Déterrés, c'est 2 choses. C'est que j'avais pu laisser mon plus jeune, c'était un bébé, c'était vraiment un congé de maths, donc il avait entre 6 mois et 1 an, quand j'ai commencé à attaquer sérieusement Les Déterrés. Puis
j'ai laissé à la halte garderie de la maison de la famille de Brossard. C'était vraiment cool de pouvoir faire ça en 2 heures, en 4 heures par semaine. J'allais écrire dans un café. J'ai traumatisé les baristas parce que j'écrivais des choses horribles, je pleurais beaucoup. J'espère qu'ils n'ont pas fait de signalement. Et je me dis, si je travaille sur autre chose, il va vraiment falloir que je trouve un endroit où les baristas sont pas comme trop empathiques, parce que là, ça va pas, là, je peux pas faire ça aux gens. Et j'ai laissé aussi au moins une journée par semaine à ma belle-mère, qui est extraordinaire, qui est vraiment, je pense, l'essence de la mamie. Quand on imagine une mamie, on voit ma belle-mère, c'est une mamie vraiment merveilleuse. Et ça a été extrêmement aidant de pouvoir déposer le petit pour ménager des espaces d'écriture, mais c'est aussi, je pense que l'écriture de la maternité, genre moi chez beaucoup d'écrivaines, on va chez Caroline Dawson qu'on a perdu malheureusement, il y a beaucoup d'écriture par fragments dans l'écriture féminine, dans l'écriture des femmes, des mères, parce que justement il y a de petits moments comme ça, on sent ce qu'on peut sortir, puis il faut recommencer à s'occuper des petites créatures, de la domesticité, de tout ça, hein, parce que mine de rien, on en est responsable légalement, entre autres. Voilà, on les aime bien aussi. On les aime bien, la vérité, ils sont mignons. Parce que la mère est morte trop jeune. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment explorer. Moi je me rappelle quand je suis tombée enceinte de mon premier, en fait, quand j'ai vu le test de grossesse positif, je me suis assise par terre et ma première pensée, très bizarrement, a été, en plus je sais même pas faire le couscous. Puis, tu sais, j'étais mariée depuis 1 an, genre, il y avait aucune raison c'est quoi le rapport en même temps? La grande majorité des mères dans le monde ne savent pas faire le couscous. Quel est le lien? Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Enfin, j'ai ma petite idée. Mais c'était tellement symbolique pour moi. Il y a à la fois le care, le soin, la cuisine, s'occuper de l'autre, mais aussi la transmission d'une culture, comme le côté très culturel, justement très typique. Ils se sont mis ensemble pour cette espèce de, oh mon Dieu, je suis pas prête. Bon, j'avais comme 26 ans, peut-être presque 27. Mais je pense qu'on n'est jamais prêt pour son premier, en fait. On peut l'avoir, quel que soit l'âge auquel on l'a, c'est tellement immense. Fabriquer un être humain et l'élever de son 50 cm à... Aujourd'hui, il me dépasse. Par ailleurs, je porte ses chaussures parce qu'elles ne lui vont plus. Donc maintenant, c'est moi qui lui vole ses chaussures à cet enfant. C'est un peu hallucinant. Je l'accompagnais avec son ami, j'accompagnais son ami qui rentrait chez lui, j'ai réalisé que j'étais là derrière les garçons, bras croisés, à les protéger et qu'ils étaient tous les deux plus grands que moi dans la nuit. J'étais comme, mais c'est pas grave, c'est des bébés, je les protège quand même. Je me suis dit, ça va rester des bébés pas toute leur vie, mais toute ma vie en fait. C'est pas exactement la même chose, mais bon, je pense qu'éventuellement ils vont comprendre. C'est ça, je pense que c'est ça, je voulais embarquer dans ce projet-là, la cuisine et la maternité, parce que je voulais explorer encore ce fantôme-là en particulier. Je voulais donner une chance à ces personnages-là de parler de ce dont elles n'avaient pas pu parler en fait. Donc voilà, c'est le projet sur lequel j'essaye de travailler. En fait, je l'ai commencé cet été, mais j'ai pas pu beaucoup avancer. Donc je compte sur 2026. J'étais vraiment ravie en fait, j'étais vraiment très très contente, d'autant plus que la personne qui faisait le choix pour l'écrivaine francophone, c'est Catherine Leroux, que j'estime énormément, qui a écrit Peuple de verre notamment, qui a eu le Giller, elle est extraordinaire, elle écrit extraordinairement bien.
Puis c'est ça, du coup, c'est devenu un peu ma mentor à travers l'organisme. Donc c'est vraiment une belle relation qui s'est établie. Elle m'a énormément aidée pour plein de trucs très très pratico-pratiques. Et pour des références aussi, elle m'a fait découvrir Carole Martinez. Puis je pense que c'est toujours extrêmement nourrissant de se sentir reconnu dans son travail, parce que ça peut être très très solitaire, la littérature. Ça peut être très très solitaire, écrire, même si le livre est un objet commun. Un objet créé par la communauté jusqu'à un certain point, je pense, ça peut être solitaire. Donc le fait d'avoir l'occasion de voir son travail reconnu, surtout quand des fois c'est un travail plus formel. J'avais pas encore écrit les DTP quand quand c'est sorti le Writers Trust, le Rising Stars. Donc ça se basait vraiment sur mon travail précédent, sur mon travail en revue, sur La peau des doigts et La marchande de sable, qui ont été 2 romans que j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup dans le sens où je les ai écrits, je les assume beaucoup, même si La peau des doigts, j'étais tellement jeune que des fois je cringe, comme disent les jeunes, mais je l'assume quand même, pour la gamine que j'étais. Mais c'était des œuvres beaucoup plus confidentielles. Les DTR a quand même eu plus de couverture, donc à partir de là, c'était vraiment ça fait vraiment du bien et ça donne un air d'aller en fait pour continuer. Et justement, d'une façon très pragmatique, ça m'a permis d'avoir, ça venait avec la résidence à Toronto. Et c'est pendant la résidence à Toronto que j'ai finalisé les déterrés. Parce que j'avais 2 semaines juste à moi. Puis j'ai pu, la résidence à Toronto, d'un point de vue travail, j'avais un immense bureau, une immense table. J'ai imprimé, j'avais des liasses de feuilles, des déterrés du document Word, parce que je réorganisais des fragments, je les avais déposés partout sur la table, et c'est pas quelque chose qui aurait été possible à la maison, quoi. Même, d'abord, parce que ça mange constamment, 3 fois par jour et les collations. Mais en plus, parce que à la maison, même quand on mange pas, il y a une construction, il y a un dessin, il y a de la peinture. C'est impossible de faire ça sur une table de cuisine à la maison. On est d'accord avec 3 gamins qui courent. Ça le fait pas. Pas super bien, on va se le dire. C'est-à-dire que on la porte beaucoup. Les actrices du système de l'éducation la portent sur leurs épaules. Les actrices du système d'éducation, puis c'est des gens extraordinaires, mais c'est pas suffisant. Ce qu'ils ont appelé des compressions, qui sont en fait des coupes à tous les niveaux. Elles sont, j'ai envie de dire, sans hyperbole, mortifères. Parce qu'on coupe dans ce qui permet souvent d'adapter un système parfois violent à nos étudiants qui en arrachent de plein de façons. Donc c'est quand même très très grave. Il y a des postes d'orthophonistes qui sont coupés, il y a des postes d'adaptation scolaire qui sont coupés, et il n'y a pas moins d'enfants qui font de la dysphasie, qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des troubles de comportement, et ces enfants-là, selon la loi, ils ont droit à une éducation. Et le fait de dire, puis il y a cette espèce de poudre aux yeux où ils ont fait semblant de remettre l'argent, de dire oui, on vous enlève 450 millions, finalement on vous rend 430 millions, mais où ils ont
dit on vous rend 430 millions mais vous pouvez embaucher personne. Ce qui fait aucun sens parce que les enfants ils n'ont pas accès aux services. Puis à tous les niveaux, c'est vraiment. Moi ça me catastrophe. Parce que c'est un très mauvais calcul aussi, même si on reste dans un calcul purement économique, ce que je trouve assez inhumain et atroce, mais même si on reste dans un calcul purement économique, à moyen terme, pas à long terme, à moyen terme, ça va nous coûter beaucoup plus d'argent pour plein de raisons différentes. On va avoir du décrochage. Le décrochage, ça vient avec d'autres problèmes sociaux. Tout ceci, c'est des dominos qui s'écroulent. Et dans 3 ans, on va faire comme oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et je pense qu'il serait temps que nos décideurs réalisent que les horizons sont plus loin que les prochaines élections. En fait, c'est un peu radical. Mais moi, je pense que tous les élus devraient avoir leurs enfants au public, obligatoirement. Je réalise que c'est pas très... c'est peut-être un peu radical, mais je pense qu'ils travailleraient mieux pour s'assurer qu'on a un système d'éducation en santé. Comme ça met un peu hors de moi, je vais être très honnête, l'éducation. Parce que moi, j'ai des enfants en primaire et j'enseigne au cégep. Et je trouve ça assez terrible de voir qu'il y a une proportion élevée des élèves au cégep qui a faim. Le frigo communautaire au cégep de Sainte-Hyacinthe où je travaille, il se vide en 24 heures quand les gens ils apportent des denrées. C'est quand même grave. Je pense pas qu'on ait une société dans laquelle les étudiants, les étudiantes de 17, 18, 19, 20 ans devraient avoir faim. Je pense pas qu'ils peuvent se concentrer sur de la littérature du 19e français. Déjà, même bien nourri, hein. La poésie du 19e, c'est pas évident pour eux. Donc si en plus ils ont faim, non, c'est terrible. Ça me... Vraiment, ça pourrait aller beaucoup mieux l'éducation au Québec. Et ça prend vraiment juste un peu de volonté politique en plus. Il n'y a pas de fatalité là-dedans, là.